Il tient pas le bébé. Il tient, il tient, il tient. Est-ce que tu crois que c'est le moment de jouer avec les bébés, Bérangère? Bonsoir à toutes, Eh bonsoir à oui. tous. Bienvenue sur ce webinaire pratico-pratique sur les déformations du crâne du bébé. Bonsoir Bérangère, tu vas bien? Bonsoir Frédéric. Oui, très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints ce soir sur notre web spécial torticolis, plagiocéphalie et prise en charge. Voilà. Petite prise en charge, dites-nous, on voit que vous venez de Vannes, de Saint-Étienne, du Finistère, c'est cool. Vous êtes assez nombreux sur ce webinaire, on vous en remercie. Donc on va essayer d'être assez pratique aujourd'hui. Salut Franck, j'espère que tu vas bien. On est content de voir les amis aussi sur le webinaire, donc ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien. On va essayer d'être assez pratique aujourd'hui, ce soir en tout cas, car vous avez déjà vu, vous avez peut-être vu en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite cordialement à aller sur la chaîne YouTube de CNFK, parce qu'on a déjà vu une grande partie de la théorie avec notre médecin référent Dominique Léronas, avec qui on a parlé de la prévention des têtes plates de déformation avec le mode de couchage, les règles actuelles, les normes actuelles, qu'est-ce qui était préconisé avec les réserves, etc. Donc, si vous êtes d'accord, je vous donne le petit lien pour aller voir, si vous ne l'avez pas fait encore, le webinaire du docteur Leronas, comme ça vous verrez cela. Et là, ce soir, on va essayer avec Bérangère, qui est notre formatrice sur les torticolis, avec Olivier aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui est de tout cœur avec nous. On va essayer d'être un petit peu plus pratique et vous dire en quoi consiste la formation et en quoi, quels sont les petits trucs qu'on peut avoir, qu'on peut adopter pour essayer de prévenir et surtout de traiter les déformations du crâne du bébé. Bérangère, tu es kiné-ostéopathe, hein, tu es installée depuis plus de 15 ans à Paris et tu as donc plus de 15 ans d'expérience dans les bébés. Tu en traites énormément à ton cabinet, hein, puisque tu as même aussi une sage-femme avec toi. Donc vous avez une espèce de dynamique qui est lancée là-dessus. Merveilleuse sage-femme. Et donc la possibilité de voir beaucoup de bébés. Et du coup, cette dynamique a été mise en place et tu fais énormément de bébés. Enfin, tu traites énormément de bébés, parce que toi, personnellement, tu t'es arrêté à 2 et ça suffit. Exactement. En fait, on traite beaucoup de bébés mais alors je voulais dire profiter de ce webinaire et je le redis de toute façon systématiquement en formation qu'il est absolument indispensable quand on traite un bébé d'avoir justement un espèce de binôme avec ces sages-femmes qui sont fabuleuses et qui font un travail génial et aussi une toute petite précision qui néanmoins a son importance. On aura beau avoir un super binôme justement sage-femme kiné-ostéo, si les parents, si les grands-parents, si toutes les personnes qui travaillent, qui s'occupent du petit bébé, parce qu'on parle bien évidemment du nourrisson et des jeunes enfants qui sont en crèche, si les personnes ne sont pas, comment dire, au courant de ça et si elles ne participent pas au traitement de ces fameuses de ces problèmes de torticolis, de plagio, de brachycéphalie, on aura beau faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment, 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 et ça j'insiste énormément parce que moi c'est ce que je dis systématiquement à tous mes patients, à tous mes papas, à toutes mes mamans qui viennent, parfois même les grands-parents qui viennent avec les parents, et je leur dis il faut quand on traite un problème de torticolis, de plagiocéphalie ou de brachycéphalie, vraiment, après la séance, eh ben, ça continue. Ça s'arrête pas. Le traitement ne s'arrête pas à la séance. C'est-à-dire qu'on peut voir en kiné, on va les voir 2-3 fois par semaine, et après en ostéo, un peu plus espacé évidemment, mais assez suivi. Si on s'arrête à la séance, le travail qu'on aura fait ne servira à rien. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, on va vous montrer des petites techniques qui vont vous aider et puis au quotidien au cabinet, mais ça passe aussi par l'éducation de la famille, donc du papa, de la maman, des grands-parents, des gens qui sont en contact avec l'enfant ou la petite enfance, quoi. Voilà. Après, juste un petit rappel technique pour ceux qui nous rejoignent là à l'instant. C'est un webinaire qui tourne bien sur Google Chrome. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, de son ou d'image, n'hésitez pas à vous reconnecter sur le lien qu'on vous a envoyé. Et c'est mieux sur Chrome. Et mettez-vous en connexion, comme d'habitude, en connexion filaire plutôt que Wi-Fi pour avoir une meilleure bande passante. Une directrice de crèche parmi nous. Bienvenue Raphaël. C'est parfait parce que c'est exactement ce type de prévention. C'est le public concerné. D'avoir. Alors, il y a une partie, évidemment, on est à votre écoute. Hein, c'est un webinaire pour vous, donc n'hésitez pas à nous
à nous poser vos questions, à communiquer, à interagir entre vous, entre nous, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, on est là pour échanger au maximum. C'est pas un webinaire clos avec Bérangère et moi qui faisons une petite discussion très, très, très formelle. Donc, Voilà. que ce soit très, très dynamique. Hein. Donc, Alors, on attend vos questions, on est là pour vous répondre. Voilà. Alors, juste, Bérangère, si tu veux bien, en préambule, si tu peux nous resituer les trois types de déformations, c'est-à-dire le torticolis, la plagiocéphalie et la brachycéphalie, juste nous dire en quoi ça consiste dans un premier temps. Ça tombe bien parce que du coup, on a quelques crânes moulés. Donc, déjà, le torticolis, c'est donc une attitude asymétrique. Donc, on a un petit poupon, voilà. C'est une attitude asymétrique de la tête, du cou, par rapport aux épaules. Alors, le torticolis, donc congénital présent dès la naissance posturale, celui qu'on traite, lui, il va se manifester par une inclinaison qui va donner le côté du torticolis et une rotation de la tête du côté opposé. Alors, le bébé, il ne se laisse pas forcément faire, mais c'est à peu près ça. Voilà. Le torticolis postural, congénital postural, ça va être celui-ci. Donc, inclinaison d'un côté, rotation de l'autre. Et le torticolis est donné par le côté de l'inclinaison. OK ? Voilà, là, donc ça, on a le torticolis. Ensuite, on a ce qu'on appelle la plagiocéphalie. La plagiocéphalie, donc, c'est un crâne plat. Le mettre en vue d'avion. Voilà, c'est ce que, voilà, vue d'avion. Et en fait, on a le petit nez qui est là, le petit nez du petit bébé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le bout du nez qui est ici. Alors, en fait, la plagiocéphalie, elle se manifeste par en fait une force, et donc c'est un aplatissement postérieur de l'occiput, donc l'os qui est ici, là, et qui va se faire que d'un côté, que d'un seul côté. Donc, on va avoir une force qui va s'exercer de ce côté-là de l'occiput et qui va entraîner tous les mi-crânes vers l'avant. Donc, qui dit mi-crâne dit ici là, le temporal et ici le frontal. Donc, c'est des bébés qui vont avoir en fait un crâne qui va être comme ça, une espèce de paréogramme, quoi. OK ? Voilà. Une répercussion sur le front, éventuellement l'oreille, etc. Oui. Voilà. Alors, vous imaginez les conséquences, on va en reparler durant le webinaire, mais vous imaginez les conséquences que ça peut avoir après à terme sur ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire. Et surtout, ce qui nous intéresse chez le petit enfant, c'est tout ce qui va être au niveau de la succion, puisque si on a des déformations au niveau de l'occiput, on va avoir une déformation au niveau du temporal et du frontal, mais aussi également au niveau du maxillaire. Donc ça, on en reparlera parce que ça fait partie des conséquences. Et ensuite, on a, donc ça, c'était la plagiocéphalie. OK ? Donc, voilà. Bon. Et la brachycéphalie, donc là, on a un bébé qui est brachycéphale. A priori, il ressemble à tous les autres bébés, sauf que quand on le fait d'avion, la partie postérieure des deux côtés, l'occiput est complètement plat. Voilà. Et bébé à crâne plat avec une forme assez oblongue. Voilà. C'est ce qu'on avait vu avec Dominique Léronas, c'est que un des diagnostics différentiels à cela, et ce qu'on redoute évidemment, mais qui n'est pas aussi fréquent, heureusement que les plagiocéphalies et les brachycéphalies, c'est la craniosténose. Donc ça, c'est pour faire le diagnostic. Pour faire le diagnostic, on invite évidemment tous les parents à aller voir le pédiatre. Quand ? À quel moment ? C'est dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, alors, moi, j'ai la chance de travailler avec Keina, qui est une sage-femme comme ça. Moi, elle me les envoie dès la naissance, dès qu'elle voit qu'il y a un problème. C'est vrai que l'enfant, des fois, on voit pas tout de suite. Et c'est vrai que le discours qu'on a au niveau de la maternité, même si là, c'est vraiment en train d'évoluer, on fait pas, ça va changer, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va se détendre, ça va se remettre en place. Mais c'est vrai que bien souvent, le diagnostic, il est fait à l'issue, au premier mois, pour la visite justement du premier mois, quand on commence à faire les premiers vaccins, la visite du premier mois. Donc, les diagnostiqués, très souvent, on est au mieux à ce moment-là. Néanmoins, on a tous au cabinet des gens qui viennent en disant mon pédiatre il a dit que il faudrait peut-être faire quelque chose parce qu'a priori il a la tête un peu plate. Et c'est vrai que c'est des gamins qu'on a qui ont, moi j'en ai qui arrivent au cabinet qui ont 4 mois et qui n'ont pas été diagnostiqués avant, quoi. Voilà. Alors, donc là, pousser au maximum les parents à aller voir le pédiatre au plus tôt, et c'est le pédiatre aussi qui fera je reviens sur ma question sur la craniosténose, c'est quand même le pédiatre qui doit faire le diagnostic. Sinon, nous, on a le moindre doute, on envoie chez le pédiatre. Après, on va revenir ça, Hélène, tu as tout à fait raison. Alors, je tutoie tout le monde, hein, je suis désolé, mais c'est confraternel et absolument pas condescendant, c'est vraiment très, très confraternel. On peut à partir de quand et jusqu'à quand on peut traiter une plagiocéphalie, une brachycéphalie, enfin une déformation. Dès le départ.
dès le départ. Moi, je le traite dès le départ. Jusqu'à quand? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre aussi en compte la croissance crânienne du crâne du bébé. Le bébé, en fait, il va prendre 6 cm de périmètre crânien dès le premier trimestre. Donc, c'est là qu'il faut agir. C'est-à-dire que dès que vous avez ce diagnostic, plus le diagnostic est précoce, mieux mieux on aura de bons, voilà, j'arrive, excusez-moi. On aura du bon Donc, résultat. on aura de bons résultats. La table elle bouge toute seule. Donc, plus le diagnostic est précoce, mieux c'est. Sachant que au niveau de la prise du périmètre crânien, l'enfant va grossir à peu près de 6 cm en périmètre crânien durant le premier trimestre. Ok. La première année, 12 premiers mois, en fait, il aura pris quasiment 12 centimètres. Sachant que la croissance du crâne, en fait, s'arrête. Vous avez tous eu l'exemple enfin tous, pour beaucoup, les enfants qui font de l'équitation, vous achetez une bombe à 9 ans et cette bombe qu'ils ont à l'âge de 9 ans, vous l'utilisez encore à l'âge adulte. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est vrai qu'effectivement, le crâne ne grossit plus. Donc, on est sur cette notion de croissance crânienne. Donc, plus on prend en charge l'enfant tôt, mieux on travaille et on aura les meilleurs résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la naissance, l'enfant, le crâne, il est mou. On a les fontanelles. Les fontanelles, en fait, ne s'ossifient pas tout de suite. Donc, effectivement, on tient aussi compte de l'ossification des fontanelles. Donc, en gros, je dirais que l'idéal, c'est donc la prise en charge immédiate et jusqu'à 4-5 mois. Au-delà, on rame. On rame et c'est là que on a justement besoin du soutien des parents, besoin du soutien des grands-parents et du personnel de crèche. Alors, parallèlement à la prise en charge précoce, donc il y a la prise en charge des kinés, des ostéos, les parents qui doivent respecter les consignes de couchage, comme on l'avait vu avec de Ronas. Tu confirmes que c'est quelque chose d'assez important, donc les modes C'est de hyper couchage. important, donc Et dodo aussi, sur le dos, mais la nuit. ouais, c'est quelque chose qu'on va voir après, c'est toute la motricité, toute la mobilité. La motricité, j'ai vu, tu nous as fait lors de la formation une explication très claire sur le fait qu'il fallait que le bébé se mette à plat ventre le plus souvent possible dans la journée. Je crois que Alors, les nouvelles règles, c'est trois fois 10 minutes, c'est ça? Si je me 3 fois trompe 10 pas. minutes. Ouais. Exactement. 3 fois 10 minutes. L'idéal. Alors, quand on dit plat ventre, effectivement, même avant un mois, hein, on a une motricité, enfin, on a quand même un tonus musculaire. De toute façon, on est bien d'accord, les parents sont à côté. Voilà. Donc, l'enfant, en fait, on va pouvoir le faire travailler des deux côtés et hop, on le retourne ensuite après. Après, on peut avoir tout ce qui est couchage également latéral. Le bébé dort énormément. Les 3 premiers mois, le bébé dort énormément. Et sur le côté, l'enfant, jamais même si l'enfant il ne pourra jamais tomber vers l'avant parce qu'effectivement, ce qui effraie un peu les parents, c'est de se dire, ah, mais mon enfant, il va rouler sur le ventre et on nous a dit, attention, sur le ventre, mort sur le lit du nourrisson. Non, la nuit, dodo sur le dos. En journée, on le met en couche latérale et de toute façon, l'enfant aura du mal. Essayez-le sur vos petits nourrissons. Un bébé d'un mois, en fait, il ne pivote pas. Quand il est bien calé sur le côté, il ne pivote pas complètement sur le ventre. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pas les 3 premiers mois, voire 4 premiers mois de vie. Et ensuite, effectivement, sur le ventre, avec maman, avec papa, avec papy, avec mamie, avec la nounou, hop, on travaille sur la motricité et sur comment dire, Le sur le renforcement côté musculaire. renforcement ou étirement musculaire. Hein. Parce que justement, il faut faire le petit diagnostic, enfin le différentiel avec ces fameux petits muscles. Bref, voilà. Un petit retour en arrière sur les causes, les rappels physiopathologiques hein, des torticolis. Par Alors, exemple, non, non, vas-y, des torticolis. oui, torticolis, dis-moi. Les causes, est-ce que ça vient de la grossesse ou c'est après que ça se produit les torticolis? Alors, oui, les torticolis, donc on a le torticolis congénital, en fait, celui qui est présent dès la naissance. Le torticolis qui va se manifester par, en fait, une contracture du fameux SCOM, sternocleido-occipito-mastoïdien, voilà. Et en fait, souvent, ce sont des enfants qui vont avoir une espèce de grosse olive, en fait, de grosse contraction ici au niveau du SCOM, voilà. Ça va être comme ça. Voilà. Ces enfants-là, c'est donc les torticolis qui sont présents post-accouchement. Ça peut être lié à des accouchements, comment dire, où il y a eu instrumentation. Voilà, les ventouses, les forceps, quand on a beaucoup tiré.
C'est vrai que c'est une des conséquences des torticolis. Mhm. Et après, après, tout ce qu'on peut avoir comme conséquences et qu'on abordera en formation au moment du passage du bébé dans D'accord. l'incubation de la maman. Alors, quand tu reçois, je reviens un petit peu au côté pratico-pratique, quand tu reçois un bébé, j'imagine que tu le laisses pas dans le maxi ou dans Ah, le si, non, si, complètement. d'abord dans le... Non, jamais. Oh, grand jamais. D'ailleurs, moi, mes patients, j'aime pas quand ils arrivent avec bébé dans le cosy parce qu'en fait, ils posent le cosy, hop, voilà, ils disent bon, viens pour un torticolis. Ok, très bien. Bah écoutez, on va sortir bébé déjà pour se rendre compte de ce qui passe exactement. Alors, il y a une petite, je voudrais faire un petit aparté, c'est-à-dire qu'en fait, le bébé, moi, ce que je fais, c'est que en plus, des fois, moi, ma sage-femme, elle arrive avec le bébé dans les bras, elle me dit, tiens, il faut que tu le prennes en soin. Ah, ok. Donc, elle me le tend directement dans les bras. Et donc, les parents, ils disent, mais c'est qui celle-là? Comment ça se passe? Ce qui est important, c'est d'établir un contact direct, tout de suite, avec bébé et avec maman ou papa. Et il y a une position qu'on appelle la position magique, dite d'enroulement, qui va permettre de recréer, en fait, les conditions dans lesquelles le bébé était dans le ventre de la maman. Position in utero. Et en fait, cette fameuse position d'enroulement, en fait, le bébé est donc complètement en flexion. Voilà. Et ça, le fait comment dire, de recréer cette position d'enroulement dans laquelle le bébé était in utero, en fait, ça permet de le détendre. Et comme il ne vous connaît pas, il va commencer déjà, le simple fait de, voilà, vous le mettez donc dans cette position d'enroulement, triple flexion, en fait, au niveau des membres inférieurs, on ramène les bras sur le ventre, voilà, hop, la tête en légère flexion, et l'idéal, effectivement, moi, je les mets comme ça, voilà. Et j'ai maman qui est à côté de moi, maman qui touche bébé, et je parle à maman, et je parle à bébé, et puis bah, j'essaie d'essayer de capter son regard, ce qui permet de détendre le bébé. Et moi, ça me permet aussi d'avoir déjà un premier diagnostic de cet enfant. Voilà. Mhm. Et cette triade est hyper importante dès le début de traitement. En fait, je pense que si les parents ne se sentent pas en confiance avec vous, le traitement ne marchera pas forcément. C'est important, en fait, cette confiance que vous allez instaurer avec la maman ou avec le papa. Voilà. Donc, la position d'enroulement, voilà. D'emblée, moi, mon bébé, je les ai avec moi, je les porte avec moi. Et puis, du coup, je leur parle, je demande, comment s'est passé l'accouchement, Mhm. voilà, s'il a été Tu fais ton bon, s'il a anamnèse été à ce moment-là. fluide. Eh ben, je démarre l'anamnèse avec la maman qui me parle d'elle, qui parle du bébé, de son ressenti, tout ça. J'y tiens, enfin, je fais assez attention à ça. Alors, Voilà. Hélène, oui, Hélène, c'est. Alors, il y a plein de petites questions qui passent. Bonjour Roger, au passage. Il y a plein de petites questions qui passent. On va les poser évidemment. Oui, ah ben oui, 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 puis on repart, Oui. évidemment, on est là Et pour je ça. reviens, je fais juste un petit aparté parce qu'on essaye d'être pratico-pratique ce soir sur les causes, sur les origines des torticolis, des brachycéphalies, etc. Oui, Roger, il y a une partie qui est évoquée lors de la formation sur la torsion du sphénoïde. Mais là, Oui. l'objet Mais de ce soir, c'est vraiment de vous donner quelques petits trucs pratiques. Voilà, je te rappelle, Bérangère, qu'il n'est pas vivant, donc ça sert à rien de le bercer, même s'il est extrêmement réaliste. oui, très réaliste, en plus, c'est pas son poids. Oui. On utilise lors des formations des bébés lestés, justement pour que ce soit le plus réaliste possible. Et il Et fait lors, 4,5 kg. il Un fait, beau bébé. c'est un Ouais, bon ouais. bébé déjà pour que Un ce soit beau le plus bébé, ouais. réaliste. Ouais. C'est pas des baudruches qui ne sont pas réalistes. Est-ce que tu peux remontrer, s'il te plaît, la mise en place complète, c'est-à-dire le bébé est sur le dos, il a été posé Patrick comme de ça, Monroe. Voilà. Ah sans oui, réflexion. voilà. Le bébé, dites à la maman de le poser délicatement parce que l'enfant va partir tout de suite en réflexe de Monroe, hyperextension. Et là, la séance, les cocos, accrochez-vous, quoi. Donc non, la position d'enroulement. Hop, on met. En fait, on fléchit tout simplement les jambes. Donc déjà, en plus, au-delà de ça, ça me permet moi de commencer à faire mon bilan. C'est-à-dire que voilà, je commence à mettre mon enfant donc en flexion au niveau des Et hanches. genoux, des hanches, voilà, et je vais venir le croiser. Voilà. Moi déjà, ça m'a permis en fait de tester un petit peu aussi la mobilité au niveau de sa hanche. Donc déjà, j'ai un premier bilan. Donc voilà. Donc là, je le positionne ici au niveau des hanches, et puis du coup, ça me permet de l'amener en, euh, en inflexion, en enroulement au niveau du bassin. Ok. Mhm. Une fois qu'il est en enroulement au niveau du bassin, en fait, je vais prendre mon enfant ici, je vais l'enrouler, je vais venir positionner moi. Je le positionne contre moi. Voilà. Je croise ses petits bras. Tchouk, 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 et je vais l'enfermer dans mon utérus artificiel en quelque sorte. Et voilà. Et là, bébé, j'ai recréé les conditions intra-utéro. Alors, Voilà. Et la maman me parle de toute façon, donc en fait, il est détendu, quoi. oui, alors ça, c'est une position qui est adoptée très, très vite et qui permet une communication parce qu'au moins, a priori, tu es dans son champ
de perception et c'est pas quelque chose d'étranger. Voilà, tu as un regard direct, un direct sur eux. Donc ils Voilà, et sentent c'est bienveillant. important, ça. C'est hyper important. Mm. C'est hyper important parce qu'au-delà de ça, la maman, elle voit que le bébé est bien et elle commence à se détendre. Et l'enfant ressent les tensions de la maman. L'air de rien. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc, la position d'enroulement, c'est une position que j'adopte systématiquement quand je traite mon enfant et qui donc, du coup, me permet, moi, de vérifier, donc, déjà aussi, même au niveau du bassin, si est-ce qu'il y a un enroulement au niveau du bassin. Comment est-ce qu'est la flexion de la tête? C'est-à-dire qu'en fait, mon enfant qui aura son torticolis qui va être comme ça, ben, la flexion, je vais aussi la tester. Et puis, après, même, dans la mesure où il est déjà en position de presque triple flexion, moi, rien ne m'empêche après de commencer à tester aussi la mobilité en passif de la tête. Est-ce qu'il incline bien? Est-ce qu'il arrive à relâcher quand même ou pas? Est-ce qu'il va faire une rotation de tête ou pas? Ouais, moi, ça me permet de tester tout en parlant, tout en parlant. Voilà. Justement, j'abonde dans ton sens et avec une remarque d'Hélène, les bébés dans les schémas d'extension n'aiment plus cette merveilleuse position puisque justement c'est des schémas qu'on rencontre. Ben justement, c'est le moment de faire ces positions Oui. justement. Non seulement c'est thérapeutique, mais aussi diagnostique, si je ne me trompe Alors, pas. tout à fait, tout à fait. Sachant que cette position d'enroulement, les bébés qu'on va avoir, on va les avoir très très tôt. Donc cette Mm. position d'enroulement, elle est idéale jusqu'à 4 mois. Mm. Alors effectivement, après, ils aiment bien, parce qu'ils commencent à avoir un peu plus de tonus au niveau de la tête, donc ils aiment bien aller explorer un petit peu leur environnement, leur espace. Hein. Mais effectivement, cette position d'enroulement, elle est très bien jusqu'à 3-4 mois, vraiment. Mm. Et donc j'imagine que tu expliques aux parents comment adopter Bah oui. cette. Ah mais ils travaillent, hein. Ils sont pas uniquement passifs. Les parents, je leur montre et après je leur dis, bah, tenez, prenez-le dans les bras. Et comment on fait? Voilà, Ouais. ça fait partie de la thérapie en fait. Cette position fait partie de la thérapie. Et effectivement, quand c'est le premier bébé, on sait pas comment le prendre le bébé. Est-ce que je lui fais mal? Et c'est vrai que des fois, on voit des parents, ils sont un peu pâteaux, mais ça c'est normal. Et c'est tout notre boulot et qui est super en fait. Mais effectivement, cette donc, position d'enroulement, moi je la prends aux parents systématiquement. Et puis Mm. après, bah voilà, hop, ça roule. Ouais, t'as évoqué la triade bébé avec les Ouais. papa et maman, bon, dans les cas où ça se présente évidemment. J'imagine que lors des formations aussi, mais aux parents, tu leur enseignes les transferts, c'est-à-dire le sortir du maxi-cosy, les Oui, bien sûr. toucher, les relever, etc., pour ne pas justement créer ce schéma d'extension avec un relevé intempestif. Tu peux nous On va faire montrer? de ce côté. On va faire de ce côté. Bah déjà, le bébé qui est couché sur le dos, qui est couché. Alors, on va imaginer un petit maxi cosy où en fait, l'enfant va être un peu comme ça. Oui, c'est là, Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, l'enfant, vous allez prendre sa hanche, peu importe le côté, là, je vous montre de ce côté-là, comme ça, vous verrez l'enroulement. C'est qu'en fait, vous allez prendre sa hanche ici à ce niveau-là, comme ça, en l'amenant vraiment en flexion au-dessus de la hanche, hein, là, de manière à créer l'enroulement. Et en fait, venir caler moi, ce que je fais, c'est que je prends mon pouce au niveau du genou, j'accompagne encore plus, j'enroule ici, et pendant ce temps-là, ma main vient se glisser derrière dans le maxi-côté, parce que comme j'ai commencé à amener mon bébé en enroulement, il va partir en enroulement, et je viens amener mon bébé ici, je glisse ma main, vous voyez mon pouce, là, je mets comme ça de manière à ce que vous voyez, je glisse le long de la colonne vertébrale, la tête, et je viens le positionner sur mon bras pour ensuite le relever. Voilà, quitte ensuite à le mettre sur mon avant-bras, et l'enfant, franchement, si c'est bien fait, ne se réveille pas. Voilà. Mhm. Voilà. Et là, de la même façon, quand je veux poser mon bébé, en fait, bah, toujours pareil, hein, je vais l'accompagner dans cette position d'enroulement et le redéposer tout tranquillement. Voilà. Sauf que j'ai pas un psychosie, mais bon, donc c'est un peu plus compliqué à vous montrer, mais voilà. Et on peut enlever un enfant d'un maxi-cosy sans le réveiller, le poser tranquillement sur la table. Alors évidemment, on le pose pas à plat, on le pose sur le côté et tout doucement. Mhm. Merci Franck pour C'est de la tes. bienveillance, hein. Oui, bien sûr. Merci Franck Franck, on a affaire quand même à un spécialiste aussi du massage bébé, hein, Ouais, non négligeable. génial. Il nous fait la Faites la remarque formation pour moi, c'est super. ça c'est la formation massage bébé que je vous Massage conseille bébé. fortement avec Mm. Franck, c'est pour les kinés, les professionnels de santé. Hein. Franck nous dit pour les bébés à schéma d'extension, il suffit de placer la main qui tient le crâne plutôt au-dessus des oreilles pour inhiber l'extension. Voilà, c'est Ouais. juste cette position-là. Hein. Mais il y a tellement de Il y a trucs. tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. C'est pour ça que la formation dure 2 jours, hein, c'est ça? Tout à fait. Hein. Parce qu'il y a énormément de choses à dire entre les transferts, les portages, toutes les manœuvres. Et justement, à ce propos, dans le cas d'un torticolis, s'il y a une petite limitation,
hein. On parle pas de plagiocéphalie ou de brachy pour le moment, mais juste un torticolis qu'on a envie d'améliorer. Je crois que tu voulais nous montrer une technique de rotation aidée, hein, avec Oui, le petit doigt. le petit doigt, mais ça peut être, du coup, c'est des techniques qui sont finalement assez simples à faire parce qu'en fait, la maman aussi peut le travailler. À savoir que, on va mettre bébé comme ça. Hein. À savoir que donc on va partir, je sais pas, par exemple d'un torticolis. J'ai des problèmes de latéralité, hein. Gauche. Donc merci. Donc il va faire son side ici et il va venir en rotation là. On est d'accord? Donc ça c'est un torticolis gauche, ok? D'accord. Inclinaison gauche, rotation droite. Voilà. En fait, cet enfant-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement avec le petit doigt et au niveau de la commissure labiale, venir stimuler parce qu'en fait, ce sont des enfants qui ont des réflexes de succion qui sont très prononcés, surtout à ces âges-là. Voilà. Et alors, c'est ce qu'on appelle alors, c'est pas la succion nutritive, c'est de la succion non nutritive. En fait, ça va rassurer. Et je pense que si Kaina était là, elle serait d'accord avec moi et Oui, mais confirmer. là, c'est toi qui es là et on est très content que ce soit toi. Donc voilà. Donc du coup, le fait d'avoir cette petite stimulation au niveau de la commissure labiale, en fait, ça va entraîner la rotation. Voilà. Et donc ça, c'est des petits exercices tout simples à faire, mais en plus tous les jours pour le coup, lors de la toilette, pour jouer avec l'enfant dans ses phases d'éveil. Le fait de, donc voilà, je reprends par ici. Donc je vais stimuler ma commissure labiale. L'enfant, il va vouloir aller chercher cette tétée en fait, ce contact, ce réflexe de succion, ce besoin de succion qui va venir aussi le rassurer. Et du coup, en fait, il va travailler sur sa rotation. Voilà. Alors, je dis pas qu'il va tout de suite désincliner, on est bien d'accord, hein. Mais au moins, on va avoir un travail, un étirement finalement activo-passif de notre muscle. Voilà. Tout Donc ça, simple. ouais, mais c'est déjà un bon truc. Je sais pas si Mm. vous connaissiez cette technique. Interagissez, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de précision, hein, parce que c'est quelques techniques parmi les dizaines et dizaines qui sont montrées pendant la formation, évidemment, hein. Donc, et après, quelle serait, tu nous as montré dans une technique assez intéressante sur le côté qui permet de désincliner, de travailler sur l'inclinaison, hein, en tractant légèrement sur le bassin. Alors ouais, moi j'aime bien celle-là. Alors pour toujours pareil, en fait, on est sur un bébé donc avec son torticolis ici et alors ben, on va faire de l'autre côté, hein. Donc le torticolis ici, du coup ça va être un torticolis droit, donc avec un side droit, inclinaison droite et rotation ici. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je vais entraîner la flexion, le retournement. Je vais entraîner le retournement du bébé ici, donc avec toujours cette méthode d'enroulement. Voilà. Et là, on accompagne évidemment le bras. Là, c'est un bébé c'est un faux bébé, donc en fait, on est bien d'accord que le bras va souvent rester là. Donc on accompagne le bras, on accompagne toujours cette technique de bienveillance, hein, au niveau de l'enfant, hein. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est de tracter effectivement au niveau de la hanche. Donc quand mon enfant est ici, là, ici, ce que je vais faire, c'est que, voilà, comme ça. Ce que C'est je vais faire, parfait. c'est que je vais apprendre, donc, prise large, hein, toujours, hein, attention, problème de dysplasie de hanche, hein. Donc, prise large autour de ma hanche, de ma coxo-fémorale. Et en fait, le fait de tracter légèrement le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va redresser un tout petit peu sa tête. Et étonnamment, comme on est sur notre side droit, puisqu'on est sur un torticolis droit, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va décoller. Donc, il va faire travailler son côté qui finalement est complètement laissé à l'abandon, dans la mesure, en fait, où il est contracté comme ça. Et le fait de tracter sur la hanche, en fait, ça va amener un mouvement de décollement de la tête, en fait, qui va travailler sur son scrum opposé. Voilà, D'accord. particulier. Sans l'amener complètement en retournement plat ventre, hein. Là, on peut le laisser là. Et c'est assez sympa parce que en même temps que vous, hop là, il va s'envoler. En même temps que vous travaillez donc cet étirement-là, rien ne vous empêche de dire à la maman, mais placez-vous ici à peu près un regard oblique à peu près à 45 degrés, de manière en fait qu'il crée déjà aussi son enroulement de par lui-même. Rien ne vous empêche de dire à la maman, mais mettez-vous là, parlez-lui, faites-lui des gazou-gazou, des bisous-bisous, etc., quoi. Et là, on a cette triade thérapeute, voilà, moi, bébé, maman. Et maman, elle participe au traitement. Donc tu le fais faire aussi par les parents aussi, tu leur montres précisément. Alors, celui-là, pas tout de suite, parce Mhm. que j'attends que le bébé soit un petit peu plus âgé. Parce que comme je vous disais, il faut vraiment avoir une prise très englobante au niveau de la coxo-fémorale Mhm. et tracter, parce que voilà, des fois, c'est vrai que les parents dit, mais si je tracte, puis on leur a tellement dit, attention, tirez pas trop, pas de sous brachial, etc., que voilà, j'essaie d'être, voilà, de
je teste aussi un petit peu les parents quelque part. S'ils sont pleinement open et que je sais qu'il n'y aura pas de souci, je vais leur dire de le faire. En revanche, si je vois qu'il y a des parents qui sont un peu hésitants, je préfère leur faire plusieurs fois avec eux. Et eux, mais ne serait-ce que le fait qu'ils participent devant avec l'enfant, c'est déjà génial. D'accord. Est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure parce qu'on brosse un petit tableau assez rapide Assez rapide, voilà, c'est pas. des différentes approches qu'on peut avoir, parce que encore une fois, le but c'est de donner envie de traiter ce petit bébé, hein, pour ceux qui n'ont pas encore cette formation. Apparemment, tu nous as parlé de techniques à plat ventre. Il y a des techniques à plat ventre au sol, mais aussi sur ballon. Alors là, t'as pas de ballon, Ouais. j'imagine, mais Si, un ballon, mais ça on va peut faire un petit peu. essayer, non? Non, On non, peut non, non, essayer. Non? non, non, D'accord. voilà. Ça risque Alors, d'être. la technique sur le ballon, l'avantage, c'est que mon bébé, il va être le ballon, les gros ballons de plein. On va dire que mon ballon est là. L'avantage, c'est que par rapport au plat-ventre, on Mhm. est déjà on crée un peu l'enroulement du coup du bébé sur le plat-ventre. À plat-ventre, il va être complètement comme ça, donc il va être peut-être même dans un schéma un petit peu d'extension lorsqu'il va relever la tête. Mhm. D'accord. Alors que sur le ballon, alors en plus l'avantage c'est que le ballon on peut presque le bercer, donc ça détend, c'est génial. C'est, enfin, il se relâche l'enfant. Et le fait d'être enroulé sur le ballon, on va essayer de venir le stimuler pour qu'il décolle simplement la tête. Donc, non seulement il a cette position d'enroulement, mais en plus, voilà, on va pouvoir l'aider à venir retourner légèrement la tête. Voilà. Et toujours pareil, en demandant à la maman ou au papa de venir stimuler l'enfant. Enfin voilà, avec une girafe, enfin ce que vous voulez. Hein. Il y a tout un tas de panoplies de jeux qui sont super bien pour ça. Mais au moins, voilà, d'avoir cet enroulement et en même temps de travailler euh, uniquement au niveau cervical sur la rotation et le reste du dos, en fait, le reste du bébé est complètement détendu. Et Mhm. moi, c'est top. Voilà. Donc, on peut faire ça sur un ballon. On peut faire ça aussi sur des qu'ils appellent Ça, les grosses cacahuètes là, ou même des foam rollers, des boudins ronds, c'est très bien. Du moment qu'il y a cet aspect en fait de d'arrondi, d'enroulement, encore, j'insiste dessus, hein, mais c'est important. Voilà. Euh, quand tu prends en charge, parce qu'on va pas montrer toutes les techniques parce que ça risque d'être un petit peu trop, et en plus c'est indiqué lors de la formation, donc on vous invite. Euh, voilà, et Hélène nous dit un Elle ballon de confirme. tennis, ce Très que j'ai bien. fait tout à l'heure, ouais. Ouais, Levé sur 3 mois, c'est vraiment très bien. c'est top. Euh, c'est cette comment se déroule ta séance techniquement? Parce que petite parenthèse, tu es kiné et ostéo, Et hein, ostéo, ouais. il y a un arbitrage à avoir à un certain moment. À quel moment, on va dire, tu es kiné, à quel moment tu es ostéo, même si tu n'as pas une main droite ostéo et une main gauche kiné, mais c'est fusionnel évidemment. Mais à quel moment tu fais le passage alors, Alors, il y avait une question, pardonne-moi, je t'interromps, je t'en mais il prie. y avait une question aussi de Roger qui nous posait la question, qui voulait savoir quelle fréquence des séances, alors aussi bien en kiné qu'en ostéo, hein. Et après, Alors, on parle de l'approche tout, dé- médicale. tout dépend de la gravité de la plagio, tout dépend de la Mhm. gravité, hein, évidemment. Donc, en stage, on verra, et même au-delà de ça, les enfants qui ont des vraies grosses plaies, enfin des plagiocéphalie avérées et voire même sévères, Mhm. on a quand même une prise de périmètre avec la mesure des diagonales, hein, ce qu'on va Mhm. nommer les index céphaliques pour la brachycéphalie, et puis les deltas avec les diagonales pour dire comment dire pour les plagiocéphalies. Mhm. La fréquence, moi les bébés comme ça, je les vois en ostéo Mhm. toutes les 3 semaines. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier trimestre, le crâne va prendre 6 centimètres. Et ça me permet de vérifier que les parents aussi sont dans ce schéma en fait de travail avec le bébé. Et c'est vrai que des parents qui jouent avec leur enfant, ce qu'on peut appeler le toon time en anglais, Mhm. les parents qui vont jouer avec leur enfant, en fait, qui vont développer du coup la motricité de l'enfant, on va avoir des résultats qui sont beaucoup plus rapides. Donc Mhm. là, après, je vais passer. Sinon, ce que je fais, c'est que au niveau de l'ostéo stricto sensu, effectivement, voilà, moi je vais avoir un vrai travail
crânio-sacré, et puis de tout un tas de techniques au niveau du crâne, hein, parce que on agit sur la SSB, donc on va agir sur le strain, notamment qu'on va avoir en plagiocéphalie, tout ce qui va SSB, se s'il te plaît. SSB pardon, pour l'immunité. symphylo-basilaire. Hmm. Voilà, c'est entre l'occiput, hein, donc qui va faire toute la base du crâne, et le sphénoïde qui va faire tout le maxillaire. Voilà. Et en fait, dans les plagiocéphalies, très très schématiquement, en fait, on a un mouvement comme ça de strain. Voilà. Donc ça va être toute la partie ostéo. Et du coup, quand j'ai ce rythme-là en ostéo, moi derrière en kiné, je les vois 2 fois par semaine. Et là, c'est là où en fait, je vais montrer aux parents toutes les techniques Hmm. pour justement développer cette motricité, parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, au niveau de la plagiocéphalie, par exemple, avec cet impact, avec voilà. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Oui. L'impact ici, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va avoir un retentissement au niveau ORL, mais aussi au niveau maxillofacial, notamment au niveau occlusal. Et donc ça, c'est des bébés qui vont avoir des problèmes de succion. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'en ostéo, je vais travailler tout ce qui va être sphère ORL, sphère buccale, Hmm. de façon à remodeler tout ça le remer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait aussi travailler, un gros travail au niveau de la plagiocéphalie, ça va être le travail de la langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, la langue vient s'insérer sur la ptérygoïde derrière, et c'est ce qui va conformer le maxillofacial, et notamment tout ce qui est vomère-ethmoïde. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important, et notamment pour le placement de la langue. Parce qu'après, on va avoir des enfants qui vont avoir des problèmes de déglutition atypique qu'on va retrouver en traitement en orthodontie rose, et ils n'auront En pas orthophonie. forcément été vus par... Comment? Pardon? En orthophonie, Ouais, c'est une ça? orthophonie. Et en fait, le problème, il viendra pas forcément du placement de la langue, il viendra juste que, du coup, au niveau occlusal, en fait, on n'a pas un bon articulé croisé. Hmm. Voilà. Sans compter, du coup, tout ce qui va découler en chaîne descendante avec des problèmes de scoliose dite crânienne, parce que ça part d'en haut. Voilà. Donc voilà, donc en ostéo c'est comme ça, et puis après en kiné effectivement moi je travaille beaucoup donc du coup sur cette fameuse triade où je montre aux parents toutes les techniques qu'on a de retournement parce que ils ont besoin de de cet accompagnement, de cette aide en fait, et et tout un tas de techniques qu'on verra ensemble au cours de la formation, mais avec effectivement un gros travail. Alors au début quand ils sont tout petits au sol, et puis après je pousse ma tâche, je mets les tapis, et puis on se met au tapis avec papa et maman, et c'est très drôle. Voilà. Hmm. Pourquoi? Parce que on a beau dire ce qu'on veut, l'air de rien, ça peut entraîner des retards au niveau de développement de neuromoteur. Et un enfant qui n'a pas la bonne exploration temporospatiale, qui n'a pas ce main-bouche dans l'immédiat, c'est un enfant qui aura des retards. Et alors après, tout ce qui peut s'en suivre au niveau de l'apprentissage, de l'écoute, au niveau de la scolarité. Voilà. Hmm. Alors, petite question alors, on devait évoquer le portage, mais c'est Oui, un petit peu compliqué à mettre en place. Il y a plusieurs nœuds. Effectivement, il y a Caroline, plusieurs tu as nœuds, oui. raison. Le portage est vraiment top pour la musculature du cou. Oui, Oui. oui, Aussi oui. presque encore plus pour la brachie, c'est vrai, où Ouais. l'enfant n'a pas ou peu de côté préventiel, c'est tout à fait vrai. Hein, je pense que tu es d'accord avec cela, mais on peut pas montrer des nœuds parce que d'abord c'est euh, c'est un petit peu technique, donc en vidéo comme ça, c'est pas forcément très simple. Hein, on n'est pas là pour faire un tuto. En tout cas, on corrobore parfaitement le fait qu'il y ait des nœuds de portage, des façons de porter qui favorisent effectivement la réduction de la brachycéphalie. Alors Mm. attends, une autre. Et même au niveau du torticolis, hein, la façon dont on va positionner la tête, en plus, il est contre maman, donc il y a ce côté très apaisant de ce peau à peau. Donc même pour le torticolis, hein, pas que pour la brachycéphalie. Ah, je reviens sur ce que tu disais à l'instant, parce que c'est très intéressant sur le fait de le côté ERL. Tu as parlé de la succion. Mm. T'es passé rapidement sur le côté ORL, c'est-à-dire les pathologies d'otite Oui, qui peuvent être liées oui, ostéopathiquement, même en kiné, ça, on peut travailler oui. là-dessus. En kiné, c'est un peu plus compliqué. Mais en ostéo, non, non, on travaille, hein, ça. La trompe de stage, moi, j'y fais très, très, très attention.
Oui, mais, donc Caroline, tu sais de quoi tu parles, parce que apparemment tu es monitrice de portage et ostéo, donc bienvenue et merci de ton interaction, mais on peut pas montrer tous les nœuds. Et je sais en formation portage et Edelweiss, il y a énormément de nœuds qui sont Ils sont montrés. vus. Mm. Et dans la formation torticolis, il y a quelques nœuds clés qu'il faut connaître pour Il faut pouvoir bien connaître, il faut porter, maîtriser. Ouais. non seulement pour la brachie, mais aussi pour le torticolis et la plagio. Je lis, pardonnez-moi en même temps les remarques. Raphaël, pour un bébé arrivé en crèche à plus de 6 mois ayant la tête plate des deux côtés, que peut-on conseiller aux parents, quels professionnels de santé? 6 mois. 6 mois. Ah oui, 6 mois. 6 mois, c'est un bébé qui a pas, c'est un bébé qui a été vu. Quel a été le parcours de soins derrière? Je sais pas si tu peux nous répondre. Raphaël, non. On va Bah, dire que tu es en train de nous répondre. imaginons Mais ce sera un bébé qui a été vu par le pédiatre et comme d'habitude, le pédiatre a dit, vous inquiétez pas, quand il va s'asseoir, ça ça va va passer. passer. Donc à ce stade-là, 6 mois, est-ce que la kiné et l'ostéo peut faire quelque chose? Est-ce qu'on Alors, doit passer? On n'a aucun suivi aucun. apparemment. Ah ouais, c'est lourd. Alors, moi, je conseille quand même Reste- d'aller voir un pédiatre qui va faire qui va aller quand même faire les mesures des périmètres crâniens. Évidemment, d'aller voir un kiné, un ostéo. Comme je vous disais tout à l'heure, la première année, l'enfant va prendre 12 centimètres. Alors effectivement, à 6 mois, on aura beaucoup moins de récupération qu'un enfant qui est vu tout de suite tôt. Enfin, tout de suite. Après, effectivement, on considère qu'après, quand on a pris en charge un enfant qui a une plagio ou une brachycéphalie, si à 5-6 mois, on n'a vraiment aucun résultat, on peut considérer qu'on peut commencer avec l'orthèse. Voilà, Mhm. avec tous les problèmes que peuvent poser l'orthèse. Alors, c'est vrai que c'est un coût. Il y a aussi tout ce qui va être dermatite de contact. Hein, on en a qui ont des petits champignons qui supportent pas avec le crâne qui est complètement écrasé. Donc, alors, la mère est paniquée. Mais c'est complètement compréhensible. Hein, donc voilà. Après 6 mois, kiné, ostéo sûr et ouais, orthèse, crâne quoi. Alors, Orthèse et il y a crâne. beaucoup de pédiatres qui considèrent, ou même les orthésistes considèrent que à un certain moment, quand on met l'orthèse, le casque, on n'a pas besoin de kiné-ostéo. Nous, on C'est s'inscrit en forme. faux. Pourquoi toi, tu Non, moi, t'inscris je suis complètement en faux contre. là-dessus? Ah, moi, Parce que je suis c'est quelque chose de complètement contre parce que, fondamental. ah bah, même, enfin voilà, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont kinésithérapeutes, quand vous avez des enfants qui ont des scolioses et qui portent un corset, vous les suivez. Mmh. Qui portent le corset ou pas le corset, qui portent le corset de la nuit ou pas. Donc ça, vous le suivez. Et ben pour l'orthèse, c'est la même chose. Et moi, je dirais, c'est meurtrier, franchement. Enfin, de C'est pas dire non, responsable. ben on n'a pas, oui, c'est irresponsable de dire non, on n'a pas besoin de kiné, on n'a pas besoin d'ostéo lorsque l'enfant porte un crâne. Faux, faux, faux et faux. Alors ça, je m'insurge. Oui, non, t'as raison. Alors, Non, non, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est on rappelle indispensable. que On rappelle que les casques que nous expliquait Dominique Leronas, c'est que le casque, ça se porte à peu près entre 22 heures et 23 heures par jour. Hein, on va voir, Roger, sur ta question, effectivement, avec le lien avec le RGO, et que de toute manière, ouais, c'est ce qu'on va voir. Justement, j'allais te parler Non. de la décompression candidienne, justement, bah, ça sera Oui. une belle transition. Euh, le casque, là, concernant les matelas, je vais juste finir sur le casque. Il y a une gamme de casques qui vont de 900, maintenant 1000 euros à 5000. Sachez que, C'est pas a priori, remboursé, ce hein. qu'on nous a expliqué et ce qu'on a vu en formation, franchement, rester sur les casques à 1000 euros. Non, c'est pas parce qu'ils sont pas chers qu'ils sont pas bons. Hein, Ouais. c'est juste des techniques mercantiles aussi. Donc, on s'insurge un petit peu là-dessus. Et donc, il y a, on va pas citer les marques parce que c'est pas l'objet, hein, mais vous pouvez facilement trouver les différentes marques. Et franchement, c'est quelque chose d'assez important. À un certain moment, il faut mettre ces casques pour pouvoir accompagner. Et surtout, kiné-ostéopathe qui accompagne, c'est vraiment fondamental d'accompagner tout au long parce que obligatoirement le crâne bouge, mais c'est pas un truc passif. Sur Alors, Angers à 500 euros, bah écoute Camille, si tu peux nous donner l'adresse. l'adresse. Hein, ouais, en fait, casque passif Le ou casque casque est actif, c'est pas, c'est la discussion a eu lieu, mais en fait, même les fabricants te disent que un casque c'est actif et passif. C'est-à-dire d'un côté c'est actif et de l'autre côté c'est passif. Donc c'est actif ou passif, actif. ben, c'est un casque. Non. Je me permets parce que il y avait le webinaire avec l'Eronas. Donc
comme avec Bérangère, c'est la pratique non pas sur l'orthèse, mais sur la pratique. Alors justement, pour revenir sur la pratique, Roger nous pose la question sur le lien entre le RGO et donc le reflux gastro-œsophagien et éventuellement les torticolis. Tu nous expliques en deux mots pourquoi ça peut avoir une influence et quelle serait une technique assez importante là-dessus. Alors, du coup, notre petit bébé là qui a son stride et sa rotation, il va faire quoi en fait? Il va comprimer ce qu'on appelle nous en ostéopathie le trou déchiré postérieur par lequel passe le nerf numéro 10, le neurovégétatif. Le neurovégétatif en fait a une grosse influence au niveau de toute la sphère digestive. Et donc voilà. Et donc c'est cette irritation en fait de ce nerf-là qui peut provoquer effectivement des reflux gastro-œsophagiens chez l'enfant. Voilà. La technique, j'arrive. Une technique parmi d'autres. Une technique. La son conviviale. Alors avec mes petits doigts très délicats, hein, donc je vais aller juste tout simplement positionner ma main, je ne sais pas si vous voyez ici, des deux côtés, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à cet âge-là, en fait, on est sur un occiput qui n'est pas ossifié, donc on a 4 noyaux d'ossification. Donc attention aux pressions qu'on peut exercer sur la tête de notre petit bébé. N'oubliez pas, le bébé, c'est un crâne qui est mou. Voilà. Donc, 4 noyaux d'ossification au niveau de l'occiput. Et je vais me rapprocher le plus près possible de la base ici de mon occiput sous-occipital, le plus proche possible, en fait, avec la vertèbre numéro 1. C1. Voilà. Et je vais exercer une petite décompression très doucement. Voilà. Alors, on n'opère pas de correction, compressée sur la base du. Alors, Hélène, j'ai pas compris. Ah oui, pardon. Protéor rangé. Oui, Protéor rangé. Et quand même si Camille travaille chez Protéor, s'ils font des bons casques, nous, ça nous pose pas de problème du moment que le bébé est soulagé. Oui, il y a des résultats plus rapides. Il semblerait qu'il y ait des résultats plus rapides sur les casques dynamiques, mais bon. Ça, c'est sous toute réserve. Donc, combien de temps tu fais cette technique de décompression condylienne et est-ce que tu la répètes souvent? Alors, ça dépend de mon bébé. C'est mon petit bout de chou qui va me parler. Chaque séance est évidemment complètement différente. Un enfant qui aura bien mangé, un enfant qui va pas être bien, un enfant qui va pleurer. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je reste pas longtemps. Hein. C'est pas des prises qui sont appuyées. Je reste pas longtemps. Et un enfant qui refuse de toute façon de faire telle ou telle technique, j'essaie de le faire 2 fois. Au-delà de 2 fois, je passe à autre chose. Quitte à y revenir après la séance. Sachant que pour en kiné, si vous faites 20 bonnes minutes de séance, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Sachant que il y a tout ce qui est ce côté oral avec papa, avec maman, avec éventuellement papy, mamie, je sais pas qui accompagne l'enfant. Il y a ça. Et puis pareil en ostéo. Mes séances, elles durent rarement plus de 45 minutes chez un enfant. Même 45 minutes, c'est papa, il a eu le temps de changer la couche. Quoi. Enfin, voilà, dès que l'enfant, le bébé, ce que nous avait expliqué, dès que le bébé commence à entrer en agitation et en pleurs, donc ça veut dire qu'il commence à saturer et que c'est beaucoup d'informations. Alors il y a une super remarque de Gianni. Le torticolis peut entraîner un RGO, mais le RGO peut-il entraîner un torticolis de confort couplé à l'hyperextension? Et apparemment, c'est quelque chose qui est remarqué. Oui. C'est quelque chose qui est remarqué. Voilà. C'est un torticolis de confort. Effectivement, un enfant qui va être plutôt en extension, c'est un enfant qui justement, qui va même, ça brûle. Hein. Et c'est des enfants qui vont beaucoup mâchouiller, qui seront tout le temps qui sont en train de mâcher, parce qu'en fait, ils sont en train de refluer en permanence, quoi. Voilà. Et en fait, c'est l'estomac par le disque, justement, va tirer d'une certaine manière sur le nerf. Et la seule solution qu'a le bébé, c'est de raccourcir et donc d'entraîner un torticolis de compensation. De confort. Oui. Alors, pour finir, parce qu'on a quand même beaucoup parlé des techniques, est-ce que tu pourrais nous montrer une petite technique rapidement de positionnement sur le occipito-sternal, par exemple, pour essayer de travailler l'étirement du scrum. Du scrum, occiput sternum. Alors, on est toujours
pareil, encore un coup, hein, sur des prises qui sont très douces, n'oubliez pas. Et puis de toute façon, si c'est trop fort, bébé il va vous le dire tout de suite, il va tout de suite se Oui. manifester. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, bah, maman est participe. Et j'ai toujours ce petit positionnement d'enroulement au niveau du bassin. Donc, je croise les pieds, les pieds, voilà. Maman va venir positionner mon bébé, enfin, sa main ici sur le bassin de bébé Mhm. et tenir aussi ses mains ici. Donc déjà, voilà, je squeeze en fait le bas. Je squeeze, je relâche les tensions que je peux avoir au niveau descendant en quelque sorte. Mhm. Et du coup, moi, je peux finalement m'occuper que du haut et donc venir positionner ma main donc sur l'occiput. Alors soit une prise en berceau comme ceci en fait, je sais pas si c'est comme ça, soit transversale qui va englober du coup tout mon occiput et tout simplement de venir poser ma main ou le talon de ma main en fonction du bébé, juste ici au niveau là, entre les deux clavicules, là, ici, là. Ensuite, je positionne Mhm. ma main ici comme ceci, voilà, tout doucement. Et le poids de la main suffit, voilà. Déjà la bébé. Et puis je continue à parler à maman, à parler à bébé, discuter tranquillement. Et puis bah j'essaie de tenir, enfin de voir comment réagissent mes tissus sous mes mains, tout simplement. Voilà. Et là Mhm. on est déjà, on est encore dans le traitement là. Le fait de positionner, de placer sa main tranquillement. Alors pas d'étirement brusque évidemment, hein, juste poser la main, poser cette main-là, maintenir l'occiput et tracter. Et puis ce que je fais, bah, c'est du coup après je fais juste des petits ballottements au niveau des rotations droite et gauche. Et puis une fois que j'ai fait ça, toujours en maintenant, alors du coup j'aurais pu avoir un point fixe au niveau plus un point fixe au niveau de mon sternum. Et puis, du coup, je vais entraîner des sides droit et gauche, inclinaison droite et gauche, tout simplement. Et puis, maman sera toujours à ce niveau-là. Alors, alors c'est une stimulation. Non, c'est pas une stimulation du thymus. Hein, ça peut être une stimulation du thymus. Ah oui, non, le thymus, il est beaucoup plus haut. Non, on est vraiment sur, voilà, là, j'ai mes deux clavicules. Voilà, ici, le haut de mon sternum. Et je positionne ma main, c'est à ce niveau-là, en fait. On est vraiment. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être ici, là, les scomes, les scalènes, tout ça, vient s'insérer sur cette partie-là. Regardez, hop, si je fais comme ça, voilà. C'est juste un étirement de ces muscles-là. Eh bien, écoute, on arrive au terme de ce joli webinaire très pratico-pratique. Si vous avez des questions, on essaye, on y répondra bien volontiers. Si j'ai évité, si j'ai oublié certaines questions, pardon, ben, n'hésitez pas à m'y reposer. Attends, il y a alors Manon qui nous dit j'ai eu des jumelles en hospitalisation qui sont venues dans l'hôpital où j'étais par transfert, qui avaient une plagiocéphalie et qui étaient âgées de 6 mois. Nous les avons changées de position régulièrement, mais je ne sais pas si cela a une incidence sur cette plagiocéphalie. Ah bah, 6 mois, c'est pas encore foutu, donc on peut y C'est pas aller. encore foutu. Non, non, non. Alors justement, c'est une bonne remarque de Manon. La gémellité, en fait, c'est une conséquence de plagiocéphalie. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de toutes les conséquences, Oui, mais mais ça, on enfin, le verra en cours de la formation. Mais effectivement, la gémellité, en fait, et la plagiocéphalie sont des conséquences de gémellité. Bon, je sais pas si c'est clair comme ça, mais le fait d'être jumeau, voilà, peut entraîner la plagiocéphalie. Voilà. euh, Non, 6 mois, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais il faut encore s'en occuper. bon, ils vont pas encore s'en occuper, donc on va les coucher sur les côtés. Et puis, alors justement, c'est pas trop tard parce qu'en plus, on est dans ce développement moteur où en fait l'enfant va commencer à être, va participer, va être actif, va réagir à tout un tas de stimulus. Et du coup, justement, il faut vraiment dire aux parents, on y va. On fait travailler l'enfant, on joue avec l'enfant, prenez le temps de jouer, de mettre votre enfant à plat ventre et prenez le temps de jouer avec lui, mettez-le sur le côté, faites-le attraper parce qu'en plus déjà il commence à appréhender cette trois dimensions et à avoir ce main-bouche qui est hyper important aussi au niveau de la rééducation. Voilà, donc Il non, y a il n'est une, pas trop tard. non, il y a une question qui est posée aussi. Est-ce que tu fais beaucoup de techniques avec le petit doigt en succion, hein, le petit doigt dans la Ouais, mais bouche. moi j'ai souvent le doigt dans la bouche, quoi. Parce que voilà, je regarde, ça me permet de regarder comment est le palais, la technique de la succion, s'il a une bonne succion, une bonne aspiration. Donc oui, Hmm. donc j'utilise beaucoup la succion. En plus c'est ludique, voilà. Hmm. Alors, petite question aussi de Raphaël, merci pour vos questions, vos interactions. Lors d'une plagiocéphalie, doit-on coucher systématiquement le bébé du côté opposé au côté plat lors des siestes? Ah bah oui, 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 Hmm. oui, oui. On couche le bébé du côté opposé à la plagiocéphalie. Et n'hésitez Alors, pas même au niveau de la laiterie, mettre
les jeux, tout ce qui va être luminosité, tout ce qui va être bruit, tout ce qui va être les petits manèges musicaux, en fait, mettez-les du côté opposé justement à la plagiocéphalie Il y a- pour le stimuler, alors que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit postural parce que vous l'avez couché, comme ça. Mhm. Mais oui, effectivement, oui. Lors de la sieste, de toute façon, on le dit bien, dodo sur le dos, pour dormir la nuit en journée, on le met sur le côté. Oui. On part un petit peu à plat ventre, voilà. Après, on peut mettre ce que nous disait aussi Dominique Léronas, c'est les cales bébés dans des Oui, cas de plagiat un petit peu forcés, hein, des petites cales bébés qui empêchent le retournement, qui protègent du retournement complet. bah, qui protège du retournement complet, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, alors ce qui est important aussi, c'est d'avoir un peu cette asymétrie au niveau de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. Et du coup, ça empêche aussi le retournement. Et le fait, souvent, les bébés, du coup, sont presque en PLS en quelque sorte, et ils sont bien positionnés comme ça. Et puis avec la cale qui tient le bébé derrière et qui empêche le retournement. Donc là, on serait dans le cas d'une plagiocéphalie du coup gauche. Voilà. Oui. Mm. Mais le bébé, là, il est bien là. Et on constate, c'est vrai qu'on constate souvent que le bébé est beaucoup plus serein quand on le met sur le côté, même que ce soit en soin ou en couchage, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, parce que au moins il n'est pas contraint par la position d'extension des Ouais. membres inférieurs et des membres supérieurs aussi. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas que le bébé, du coup, n'a pas encore le tonus musculaire nécessaire pour pouvoir se relever, et donc du coup, il subit la pression de la pesanteur, et c'est ce qu'on a du coup ce qu'on appelle la grenouille écrasée, quoi. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas forcément agréable. Voilà, et du coup, c'est des bébés qui vont être ronchons, qui vont être Pas, agités, pas confortable. Hein. et ben Pas voilà, confortable. pas confortable, pas confortable. Euh, pour encore clore ça fait 3 fois que je le dis. Merci pour tes réponses. Hein, c'est Raphaël et Pascal qui nous remercie pour la qualité des échanges. On est là pour ça, on est là pour essayer d'échanger et de partager le maximum de choses. Combien de temps dure ta formation, on a dit? 2 jours, 2 jours. Est-ce qu'il faut 2 jours. un prérequis particulier pour Préoccupé, faut kiné, ostéo, kiné? Pour kiné, femme, kiné, ostéo, praticien, femme, voilà. la Et péri, le personnel autour de la périnatalité? périnatalité, ouais, évidemment, parce que c'est hyper important. Bon, Et après, il y a des techniques qui ne seront pas forcément autorisées et permises non, par d'autres. Hein. ah bah non, 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 évidemment, mais bon, après, on fait la part des choses. Hein. Moi, je Il suis y a tout le opti. portage, il y a tout. Voilà. Et moi, elle est inscrite. Hélène est inscrite. Ah, ouais, Tu auras le plaisir de partager avec Béranger. Là, tu verras, tu ne vas pas être déçu parce que c'est vraiment une formation comme la formation de Franck sur le massage bébé, comme les formations c'est génial. du reste de l'équipe Edelweiss sur le portage avec tous les différents nœuds. Vous avez le toucher bienveillant, le massage. Enfin, il y a plein de techniques autour les petits mots du quotidien. Vous avez les besoins fondamentaux qui arrivent. Enfin, il y a plein de choses autour de la périnatalité. Périnatalité. Enfin, c'est la spécialité d'Edelweiss, c'est vraiment notre plaisir. Il y a donc ce prérequis. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site d'Edelweiss. Hein, Edelweiss, je vais vous donner le lien Edelweiss Massage Bébé. Hein, comme ça, si vous avez la volonté, l'envie et le bonheur de vouloir vous faire former, vous êtes les bienvenus, effectivement. Merci, Cyrielle. Merci, mais en crèche, le pédiatre nous conseille de coucher les bébés, même la journée sur le dos. Ben oui, mais ça, parce que, alors c'est faux, hein. C'est faux parce que les recommandations ont été modifiées. On s'est modifié. Participer pleinement à la modification de. Alors c'est plus une recommandation, c'est pas une recommandation que nous avons modifiée, mais c'est un conseil bienveillant. Refaire des bébés. On n'a que 4. Donc la HAS nous donne l'autorisation et on va avoir un mémo dans pas longtemps sur la possibilité de conseiller aux parents de mettre les bébés sur le côté et non plus sur le dos pour certaines pathologies. Hein. Et évidemment, on évite le ventre. Enfin, c'est pas qu'on évite. Normalement, on a. Ah bah tiens, ça me fait penser. Pardonnez-moi. Il y a eu une question sur les modes de couchage sur le matelas. Effectivement, Thierry Marc avait parlé du matelas aéré, hein, un matelas un petit peu trop qui permettait la ventilation et la ventilation normale. Voilà. Après, c'est une question d'investissement, c'est une question de possibilité d'installation. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand même les mettre sur le côté dans les cas de plagio. Ça agit de la même manière que le casque, c'est-à-dire qu'on appuie sur le côté qui est bombé et on laisse le cerveau travailler sur l'autre côté. C'est cela. Hein, c'est ce que tu nous montres lors des techniques.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il y a eu un congrès en octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à Lyon, et ils en ont reparlé de ces fameux matelas, et puis voilà, puis toutes les recommandations qu'on pouvait faire. Donc voilà. Mais effectivement, sur le côté, et j'insiste, hein, cette relation parent-enfant, faites participer les parents. Dites aux parents que c'est primordial et que vous seul, meilleur ostéopathe du monde que vous puissiez être, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas s'il n'y a pas cette prise en charge quotidienne. Ça c'est le point important qu'il faut retenir, Ouais. c'est la participation Ah bah des ça, parents ça. et de l'environnement, parce que si on laisse le bébé allongé comme rien, bah Non, voilà, ça sert à il y a pas de rien. raison. Aucun intérêt. Ça soulage. Alors oui, Camille, il y aura un lien suite à ces recommandations. Dès que nous aurons de la part de la HAS, c'est Thierry Marc, Dominique Leronas et moi-même qui avons diligenté cette saisine auprès de la HAS qui a été acceptée. On n'était pas peu fiers. Et donc, nous avons réussi à obtenir cette saisine. Et la HAS a abondé dans notre sens et donc va faire un mémo, non pas une modification de recommandation parce que tous les pédiatres nous sont tombés dessus, évidemment, mais un mémo. Et ce qui est pas mal, ça veut dire que vous êtes protégé par la loi, donc il y a aucun problème là-dessus. Mais tant que ce mémo n'est pas paru, il faut faire un petit peu attention. Donc laissez-les sur votre cas et n'hésitez pas à mettre un cal bébé, comme ça vous permettra de protéger le bébé d'un éventuel retournement, mais très très hypothétique. Évidemment, le cal bébé à 12 ans, ça marche plus, hein, donc on arrête. Tout seul. Écoute, merci Bérangère, merci pour Merci Fred, merci à tous, à toutes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Hein. On a besoin de vos retours pour nous améliorer, pour répondre au mieux à vos demandes et à vos souhaits. Hélène, le matelas aéré a pour but de coucher le bébé en ventrale sans avoir peur qu'il ne s'étouffe. Oui, nous sommes d'accord, c'est ce qui a été dit. Si on couche bébé sur le dos dans un matelas aéré, bah oui, ça sert à rien. Hein. Il va pas s'étouffer du crâne, ça c'est sûr. Merci Hélène pour ces précisions, c'était très important. Non, je plaisante, mais c'est très vrai. C'est très très vrai pour le matelas aéré, mais c'est une question d'investissement, Hélène. Hein. Il y a aussi un coût du matelas, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos chères têtes blondes sur petits bébés. Donc ça, c'est Christine nous te remercie pour ces recommandations et ces conseils techniques. On vous remercie tous. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous donner vos... D'accord. En matière de positionnement, d'accord. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce webinaire. Véran, merci pour ta gentillesse, tes conseils, et on a hâte de te retrouver lors de tes formations. Hein, et n'hésitez pas, vous allez sur Edelweiss Massage Bébé, vous aurez toutes les dates. Et si vous ne savez pas, vous appelez Edelweiss et vous aurez soit c'est Zora et Catherine qui s'occupent des dates et des formations, des inscriptions. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Et en formateur, il y a également Olivier Mahureta qui sera, on sera probablement ensemble sur certaines formations. Et voilà. Donc, oui, alors, voilà, petite parenthèse, je finis, même si on clôt pas. Hélène, matelas de positionnement coussin anti-tête plate, oui, nous sommes assez d'accord que c'est pas forcément la meilleure chose qui soit. C'est vraiment commercial, ça, c'est commercial. En fait, il faut juste expliquer pourquoi, c'est qu'on entrave le bébé. Quand on entrave le bébé dans sa motricité, dans sa mobilité, obligatoirement, on a moins de réponses. C'est pour cela. Voilà. Et c'est que si je me trompe pas, le deuxième jour de la formation, c'est ce que tu montres avec les travaux au sol, avec toute la motricité, le développement du bébé. C'est ce qu'on essaye ce que Bérangère explique au maximum le deuxième jour de la formation, sauf erreur de ma part. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Merci à tous, merci Bérangère. Merci. On se retrouve très bientôt et on vous embrasse tous, on vous souhaite une bonne santé et à très bientôt. Mauretta, yes, forza. On vous embrasse tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire, soit CNFK, soit Edelweiss. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.